Je suis Alice Quinn. Pendant le confinement, je vous lis des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes, en feuilleton. C'est un rendez-vous quotidien aux alentours de midi. Comme il s'agit d'une comédie policière, je déconseille à chaque fois aux gens qui n'aiment que les lectures sérieuses de suivre ce feuilleton. Pour les autres, passez un bon moment avec moi. Nous en sommes déjà au 13e jour de confinement. Allez, ça va le faire. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 mars 2020. Il s'agit de la lecture numéro 11. Rosie s'est retrouvée hier au commissariat pour parler avec le commissaire Borelli de la disparition de Sergo. Et elle a appris que le garde du corps de l'acteur, celui qu'elle avait remplacé le samedi précédent, a été retrouvé noyé au petit matin avec une femme inconnue, elle aussi noyée. Juste à ce moment-là, une superbe créature, une professionnelle comme on dit, entre dans le bureau de Borelli. Allez, je commence. « 42. Quand la fille voit une femme, c'est-à-dire moi, dans les lieux, elle se jette dans mes bras et baragouine dans une drôle de langue. Pas besoin d'avoir le bac pour deviner que c'est du russe, ou de l'ukrainien, du croate, de l'albanais, du lituanien, du moldave, du finnois, de l'islandais, du tchèque, du tchétchène. Gaston serait bien utile en ce moment. Devant nos têtes d'idiots qui ne comprennent rien, elle se rend compte qu'elle doit parler en français. Natacha, mon ami, c'est mensonge. Elle pas aimé Ricky, elle préférait Sergo, lui vouloir cacher pour la bouse. Et voilà, eux fâchés de lui, bagarrer pour qu'il revienne et plouf, tomber dans l'eau avec vodka dans le ventre. Beaucoup vodka, Natacha tombait aussi. Branle-bas de combat, on l'installe de force devant un lieutenant qui se met à taper comme un fou sur son ordinateur. Un témoin qui tombe tout cuit du ciel. Mais où est-ce qu'on voit ce genre de miracle, Maldon ? Pas dans ma vie, en tout cas. Allez, je vous laisse, je vous appelle si besoin est, hein ? À votre place, je me méfierais. J'ai du flair, Maldon. Ne l'oubliez pas, cette fille, elle dit la vérité, sans compter qu'elle risque gros. Alors, vous voulez pas en savoir plus sur moi, mon agression ? Ah oui, dit-il en regardant mon visage. J'ai vu que vous avez pris quelques torgnoles. Et vous voulez pas savoir comment ? Oui, bien sûr, mais bon, je sais où vous trouvez. Et puis ce témoin-là, il faut faire vite, la piste est peut-être fraîche. Juste, je comprends pas cette histoire de bouse, là. Il vous faudrait Gaston pour traduire. Ou même Sabrina, ma fille, je rajoute avec fierté. Elle traduit toutes les langues du moment qu'il y a de l'émotion. Pour cette histoire de bouse, c'est limpide. Elle veut dire buzz. Elle a dit que Sergo était planqué sur le yacht pour faire le buzz. Exactement ce que vous avez soupçonné au départ. Moi, je n'adhère pas à cette thèse. Et hier soir, il l'aurait retrouvé ? Qui ça ? Il voulait le foutre à l'eau ? C'est pas clair, cette histoire. Mais puisque c'est l'autre qui est mort, ça tient pas debout. Ne vous découragez pas, Borelli. L'enquête en terre à miner ne fait que commencer pour vous. 43. Je quitte la pièce en me disant que si vraiment Sergo avait tout organisé, il avait dû être bien déçu que sa mayonnaise ne prenne pas. Il devait être dépité que les journaux ne parlent pas de sa disparition, plus que ça. Alors, il se serait planqué dans ce yacht ? J'appelle Ismène, qui s'enflamme instantanément. Il y est peut-être toujours. Il faut absolument monter à bord pour voir si c'est vrai. Ah, je comprends mieux le message de ma mère. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est moi, cette fois, qui vais m'y mettre, et j'espère bien qu'elle va pas me prendre, la mer. Et comment ? Fastoche pour toi, tu travailles toujours pour Lyon Queen Productions ? Tu dois obtenir une invitation à une soirée sur le yacht par Blanche Dorset. Absolument. Me voilà partie au boulot, bille en tête, avec une seule idée fixe, obtenir un carton pour une soirée sur le yacht. Comment revenir à présent sur mes refus précédents sans passer pour une fille qui n'a aucune suite dans les idées ? Ça me tracasse quelques minutes
Et brusquement, juste en passant la porte, j'ai une idée, qui n'en est pas une, arrêtez de me prendre la tête pour des riens. C'est simple, je dois juste le faire et tant pis si je passe pour une girouette. D'ailleurs, si ça se trouve, tout le monde s'en fiche. Je dois seulement guetter le bon moment. Ok, je sais que ça va être dur ailleurs. Qui ne tente rien n'a rien. Et puis, je vais en profiter pour demander mon fric. Ça commence à bien faire après tout. Je rentre comme une massaille sur le pied de guerre, mais en les voyant tous courir d'un endroit à l'autre ou taper frénétiquement sur leur clavier, je me dis qu'il faut d'abord que je me montre moi aussi très occupée pour faire partie des leurs. Comme il n'y a toujours personne qui me demande quoi que ce soit me permettant d'exercer mon métier d'hôtesse, c'est-à-dire d'accueillir avec le sourire, de tendre des dépliants, je me plonge sur ma tablette et j'ouvre mon premier courrier du cœur de la journée. Un nouvel inscrit top, pas de photo, ce qui est louche. Pour le reste, c'est pas mal. Le profil me séduit. Nino, trentenaire, je suis un homme avec un bel intérieur. Un bel intérieur, ça veut dire quoi? Qu'il est bien intérieurement ou qu'il a une chouette baraque et un super sens de la déco? Je cherche une femme qui apprécie l'humour. C'est moi. Les discussions constructives, c'est bon pour moi. La tendresse, ça me va. La danse, ouais, ok. Les petits moments de folie, enfin, ça, faut voir, ça dépend lesquels. Les voyages et les rêves de vie. Bon, les voyages, je pige. Mais ça veut dire quoi, rêve de vie? J'adore les enfants. Ça tombe bien, parce qu'il faut me prendre avec les petiotes. Bref, c'est un bon début. On dirait qu'il est fait pour moi, celui-là. J'adore son accroche et la façon dont il m'aborde sur le message privé. Hello, beauté, quand tu veux, on va faire un tour dans les nuages, voyage, d'autres rivages. C'est à la fois direct et avec une légère timidité qui se masque sous de l'audace poétique. Bon, comme il n'y a pas de photo, je me dis que soit c'est un fake, soit il est tellement moche qu'il n'ose pas se montrer. Je décide de ne pas lui répondre tout de suite et avec un grand soupir, je ferme la tablette. Allez, Rosie, lance-toi. Une pierre deux coups. Ton salaire de samedi et cette soirée yacht. Je m'étais mis dans la tête que ça allait être très difficile d'obtenir les petits cartons magiques. En fait, je n'ai même pas besoin d'en parler à ma patronne. J'en glisse 2 mots à une stagiaire qui établit des listes justement pour envoyer des cartons. Elle bosse sur son ordi à 1 mètre de moi. T'en veux combien? Me demande-t-elle immédiatement. Cash. Je crois rêver. Je suis carrément dans la caverne d'Ali Baba ici. Je vais peut-être essayer d'y aller avec mon ami Ismen, enfin, je ne sais pas exactement, je ne voudrais pas abuser. Tu veux y aller quand? Ben, je sais pas, ce soir? Bon, je t'en file 2, si tu en veux plus, tu me le dis avant 15h. C'est pas un problème, ils sont presque tous remontés à Paris. J'en ai plein en rab. Et elle me tend 2 morceaux de Bristol qu'elle prend dans un tiroir et qu'elle glisse dans une jolie enveloppe. Et voilà comment je me retrouve à appeler Ismen pour lui dire que j'ai les places et qu'elle peut se joindre à moi pour ce qu'on a dit. Ismen n'est pas libre ce soir. C'est l'anniversaire de Simon et avec Véro, elles ont décidé de faire une grande fête le lendemain mercredi après-midi en invitant ses copains. Quels copains? Sois pas négative, Cricri, il en a quelques-uns quand même. Simon a toujours été un enfant particulier et la compagnie des autres l'ennuie plus qu'autre chose. À part Sabrina, bien sûr. On en a trouvé, figure-toi, ceux qui vont au club d'échecs avec lui, et ceux du club de manga. Bonne idée, c'est vrai, mais c'est demain la fête, non? Oui, sauf qu'il faut tout préparer. On se met au fourneau toute la soirée pour faire des gâteaux et des tartes. Son programme est plus alléchant que le mien. Elles vont s'éclater. Mince. Bon, finalement, je vais pas aller sur ce yacht. J'irai demain. Je vais venir vous aider ce soir. Tu tournes pas rond, toi, tu t'occupes de savoir ce qui se trame de ce côté-là. Je te rappelle qu'il y a 2 morts, que tu t'es fait tabasser et que ton protégé a disparu. Elle a raison. Je suis toujours liée par ma promesse. Essaie de glaner des trucs sur ce yacht, le dernier lieu où il a été vu, par exemple, tandis que moi, je m'occupe de l'anniversaire de Simon. Chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. S'il y a encore un code de Radio Londres,
Les carottes cuites et les vaches gardées? C'est pas plutôt chasse gardée la formule? Non, c'est une expression populaire française classique, Cricri. Toi qui ne t'exprimes qu'avec des tournures toutes faites, tu devrais la connaître celle-là, non? Je dois le prendre comment? D'ailleurs, tout ce que je connais avec le mot vache, c'est plutôt des insultes, tu vois, comme mort aux vaches, peau de vache. Je connais aussi celle pour la pluie, là, tu sais. Ah oui, quand ça pleut beaucoup, on dit vache qui pisse. Ok, ça va, j'ai compris l'idée générale. Eh ben, il en existe aussi une pour dire que chacun fait ce qu'il a à faire et que du coup, tous les boulots sont bien faits. Ça veut dire ça, les vaches seront bien gardées si chacun reste à sa place. Ouais, ben en tout cas, celle qui convient maintenant, c'est que tu n'es pas obligé de me parler sur ce ton vu qu'on n'a pas gardé les vaches ensemble. Ça, tu l'as dit, et heureusement, si ça avait été le cas, je t'aurais pas supporté longtemps. Je remarque soudain que la fille qui m'a donné les places me regarde avec des yeux comme deux ronds de jaune d'œuf au plat. C'est parce qu'elle écoute ma conversation, ce qui la perturbe beaucoup. Je lui fais un geste de la main pour la rassurer et pour qu'elle ne fasse pas trop attention. Je tourne mon index sur ma tempe pour lui signifier que la personne à qui je parle est un peu zinzin. Mais c'est pas grave. Gênée d'avoir été surprise en plein espionnage, elle se replonge dans son ordinateur. T'as qu'à inviter Gaston, me dit Ismène. Il va être ravi de venir avec toi. En fait, je sais pas pourquoi, j'avais plutôt pensé à inviter Tony. C'est idiot, puisque le soir, il bosse au Select assez tard. Et puis, il n'est pas vraiment sortable, toujours en train de me couver des yeux, trop jaloux. Ça serait pas vivable comme soirée. C'est quoi cette idée farfelue? Gaston, oui, c'est une bonne idée. Bouge pas, je l'appelle, et envoie les filles à la maison ce soir, ça va être marrant. Soirée, atelier gâteau. Je me sens comme soulagée en me disant que je n'ai pas à chercher à manger pour les enfants pour ce soir. Tu sais quoi, elle rajoute? Encore mieux, c'est nous qui les récupérons à la sortie de l'école, ok? Ismène a vraiment changé depuis qu'elle est avec Véro. D'Amazone, célibataire et séductrice tous azimuts, la voilà métamorphosée en Maïté, la mousquetaire des cuisinières. Elle continue. Comme ça, tu t'occupes de t'habiller pour la soirée, ok? Tiens, j'y pense, j'appelle aussi Bintou pour qu'elle t'apporte une robe décente. Ismène, s'il te plaît, ne te mêle pas trop de mes fringues. Tu me feras plaisir, parce que tu vois, j'ai vraiment pas envie d'une robe fournie par Bintou. C'est pas ce dont j'ai besoin ce soir, pour me faire remarquer et que tout le monde pense que je suis une bonne sœur échappée du couvent. Bintou est une fille d'origine mélangée, un peu ivoirienne, un peu russe, un peu française, plusieurs doctorats en différentes matières dont je ne me souviens plus très bien. Elle vit de ses rentes, de la pension de son mari et de ses multiples biens légués par ses parents. Elle passe son temps à vouloir m'habiller comme une poupée. Malheureusement, elle a vraiment des goûts affreux, style bottin mondain. Ses robes sont toujours sinistres, trop longues pour moi. Je dis bien pour moi, parce que elle s'habille dans toutes les couleurs. Ça me fait bizarre de laisser encore mes filles ce soir, mais je suis content de savoir qu'elles vont s'amuser et bien manger. J'ai moins la pression pour demander du fric à la Dorset. Ça pourra attendre demain. Faudrait quand même vite régler ce problème, parce que ça commence à me courir sur les petits pois. Sans les filles, je me sens un peu inachevée. Quelques minutes après, j'ai un SMS de Gaston. Cher ami, j'accepte cette délicieuse invitation avec grand plaisir. Mon carrosse et moi passerons vous prendre dans votre domaine ce soir aux alentours de... Point d'interrogation. Je lui réponds illico. 20 heures à la caravane. À toutes. 44. Cette fois, contrairement à la veille, je ne parviens pas à éviter Blanche d'Orsay au moment où je pars. Cri-cri, attends-moi, me dit-elle, je t'emmène. Lorsque nous sortons de l'hôtel, Michael d'Orsay, au volant de la Tesla, s'impatiente sur le trottoir. En me voyant, il fait une tête horrifiée. Mais il vous est arrivé quoi, Cri-cri? Je balaye sa question d'un geste négligent. Vous êtes malade de circuler en voiture pendant le festival, je leur dis. Elle ne pollue pas, réplique Blanche. C'est pas ça. Il y a trop de monde dans les rues et tout est bloqué. On met plus de temps en voiture qu'à pied.
Je profite du trajet pour leur poser plein de questions sur ma mère quand elle était jeune, puisque Blanche dit l'avoir connue. Apparemment, Dorsey, lui, ne l'a jamais vue. Il en a beaucoup entendu parler par son beau-frère, le frère de Blanche. Ah bon? Lui aussi, il la connaissait? Blanche tousse un peu fort, Michael se trouble et c'est soudain le silence dans la voiture. Je me demande ce que j'ai encore dit qu'il fallait pas. Décidément, ces gens-là sont trop compliqués pour moi. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je ronge mon frein. Je ne vais plus rien dire pour le moment, mais ils ne perdent rien pour attendre. Passez par cette rue, ça évitera quelques embouteillages, leur dis-je. On prend pas vos filles? Non, c'est une amie qui les garde ce soir parce que je sors. Ah bon? Vous allez où? C'est mon tour d'être gênée. J'ai une invitation pour passer à la fête de ce soir sur le Lady Moon, je dis. Les voilà soudain tout joyeux. Chouette, c'est du tonnerre génial. Alors, nous serons chez vous vers 20h? Non, j'ai un ami qui vient me chercher, il m'accompagne. Ah, c'est sympa, bien sûr. De toute façon, on se verra là-bas. Nous y allons aussi. Nous devons négocier un nouvel accord avec le sponsor, très déçu par les mauvaises critiques sur le film. Il est nerveux à propos de ses retours sur investissement. Cette conversation commence déjà à m'ennuyer. Je regarde par la fenêtre et je me demande comment je vais m'y prendre pour retrouver Sergo sur le bateau pendant que les Dorsey continuent à parler entre eux de la façon dont ils vont pouvoir tenter de faire distribuer leur film contre vents et marées. Accroché à la poignée de ma porte, gardé par Pastis qui ne le quitte pas du regard depuis sa branche, je trouve un sachet qui contient un bout de chiffon griffé Versace. Une mini-robe en lamé cuivré avec de fines bretelles. Bintou a fini par piger que je ne porte que des robes largement au-dessus du genou. Je vais me cailler avec ça. On n'est pas encore en été. Je fouille dans mon placard et je ressors la jolie petite veste de ma mère, celle en velours noir avec des broderies vintage que j'avais trouvée dans la cachette juive de Mémérute. Celle qui avait des boutons en pièces d'or. Depuis, les pièces d'or ont vécu d'autres aventures. Je les ai décousues pour les vendre. Grâce aux fruits de cette vente, avec Léo, nous devions partir rejoindre l'amiral Caron, inventeur de trésors en épave de son état. Mais les pièces se sont avérées beaucoup moins cotées que je ne le croyais. Finalement, comme on n'avait pas récolté assez, à la dernière minute, je m'étais dit que cet argent avait appartenu à Mémérute. Après tout, même si elle avait voulu que je le trouve. Et elle avait été une héroïne de la résistance, non? J'ai donc fini par tout verser à l'association qui gère les archives des résistants. Et sur la veste, j'ai remplacé les boutons en or par d'autres en plastique, de toutes les couleurs, avec de jolies formes de personnages connus. Il y a Betty Boop, Marilyn, Titi, Snoopy, Garfield, Hello Kitty, la princesse Leia. Et pour les manches, j'ai mis des petits chats, carrément stylés. Je me badigeonne 1000 tonnes de maquillage pour masquer mes traces de coups en pensant à Pascal, le complotiste. Je rejoins Gaston et sa Mark II au MK2, la berline Jaguar la plus rapide du monde dans les années 60, utilisée surtout par la police anglaise pour poursuivre les malfaiteurs. C'est le grand amour de Gaston. Nous avons une grande conversation car j'insiste pour y aller à pied, mais il n'y a rien à faire, il veut frimer pendant le festival avec sa Jaguar. Vous ne saviez pas que j'étais aussi un vrai minet, hein, Cri-Cri? Comme Glominet, je demande. Il éclate de rire. Je ne comprends pas de quoi il parle. C'est quoi, cette histoire de minet? Mais bon, ça me fait plaisir de le voir rire. Pastis nous accompagne jusqu'à la voiture et il nous regarde partir. Au bout du quai, Gaston et moi nous faisons la queue, comme tous les VIP invités à cette fête, quand les Dorsey nous interceptent et nous font passer devant tout le monde. Nous voilà dans le clan au-dessus des VIP. Nous sommes les VIP des VIP. Gaston les suit avec des mines d'excuses envers tous ceux qui restent dans la file à attendre. Je vois bien que Blanche et Michael Dorsey ont semblé gênés de voir la personne qui m'accompagne. Ils doivent penser que Gaston est mon petit ami et la différence d'âge les choque, sans parler des marques de coups que j'ai sur mon visage. Pourtant, c'est monnaie courante dans le cinoche.
Les vieux producteurs avec des petites actrices de 30 ans de moins, non? Sûrement que moi, ils ne me voyaient pas comme ça. Surtout qu'ils doivent penser que c'est lui qui me fout les trempes. Venez, nous allons prendre ce tender, dit Blanche. De quoi elle parle? De la chanson d'Elvis, Love Me Tender? Des sortes de gros zodiaques avec le nom du yacht, Lady Moon, inscrit sur le côté, emmène les invités sur le yacht qui mouille entre le Palm Beach et les îles de Lérins. Nous sommes accueillis sur le pont principal par des flûtes de champagne et les Dorsey nous emmènent directement vers des passerelles qui n'en finissent plus de monter. « Venez, nous avons notre place sur le roof, disent-ils. Je me demande de quoi ils parlent. Nous atterrissons tout en haut du bateau, au milieu de quelques privilégiés. Je reconnais, attablé près de nous, le fameux proprio du club, Girard, Paloma, qui me fait un signe discret de la main. Ils sont nombreux à cette table et, comme d'habitude, ses acolytes chinois et russes sont à ses côtés. Aucun autre visage familier pour moi sur le fameux roof. Les gens se jettent au cou les uns des autres, s'échangent des bises bien baveuses, bref, tout le monde il s'aime, tout le monde il est gentil. Je me sens un peu à l'écart du mouvement. Évidemment, c'est le but recherché de ces salons réservés, se tenir à l'écart du bas peuple. Mais ça n'arrange pas mes petites affaires, car comme nous sommes peu nombreux ici, si je m'éclipse pour ma petite enquête, cette absence prolongée de ma part se ferait remarquer. Dans les étages inférieurs, j'ai vu en passant qu'il y avait des buffets et des gens qui passent des heures à faire désespérément la queue pour attraper une verrine de crevettes ou une bouchée de hamburger au foie gras, tandis qu'ici, nul besoin de bouger. Les serveurs viennent vers nous pour nous présenter des plateaux garnis, flûte et crotte et alambic. Alambic, vraiment? D'où ça sort? Blanche Dorsey me caresse le bras machinalement en buvant son verre, et soudain, elle reste pétrifiée, la main bloquée sur la manche de ma veste de velours, les yeux rivés sur les broderies. Je me dis qu'elle a dû remarquer mes jolis boutons et qu'elle va en parler. Cette veste en velours frappé, ces broderies, je les connais, c'est... Oui, dis-je, une veste qui a appartenu à ma mère. Vous l'avez certainement déjà vue avec. Peut-être même a-t-elle appartenu à ma grand-mère avant. Son origine se perd dans la nuit des temps. Je ris et je me lève, agacée. Elle va continuer ce cirque sur ma famille longtemps. La voilà qui se secoue. Elle fait cul-sec avec son verre, qu'elle repose fortement sur la table vitrée. Puis elle se penche vers Gaston et lui dit « Nous sommes enchantés de vous rencontrer. Vous connaissez Rosie depuis longtemps ?»« Ça commence à faire un petit bail. Je suis son oncle, » répond Gaston. Je comprends à sa réponse que la question l'a agacé. Il n'aime pas les inquisiteurs. Il n'est pas du tout mon oncle, mais je le présente souvent comme tel. « Et vous faites quoi dans la vie ?»« Je vide mes rentes, » dit Gaston. Il n'aime pas non plus dire qu'il est poète. Il pense que les gens ont du mal à comprendre que c'est un métier à plein temps, surtout que ça rapporte rien. Il préfère carrément dire qu'il fait rien. Son argent, il l'a gagné à vie avec quelques verres vendus à Madonna il y a quelques années. Depuis, sa bourse se remplit de façon régulière et conséquente. Bref, en 2 questions, ils ont réussi à contrarier mon Gaston. Et ça me décrèpe aussi. C'est quoi? C'est une enquête? Je demande. Vous voyez pas que vous avez chagriné mon tonton? Les Dorsey ont le bec cloué pour quelques minutes et ils se consultent du regard. « Excusez notre intrusion, dit Blanche. Nous nous intéressons à Rosie, elle est attachante, et nous aimerions lui dire quelque chose d'important. » Michael la coupe brusquement. « Votre visage me dit quelque chose, dit-il à Gaston. C'est quoi votre nom, déjà ? Je souffle bruyamment, et Gaston, toujours poli en toutes circonstances, répond. Gaston continue. Pourquoi ? L'homme claque dans ses mains, enchanté. Je le savais, j'en étais sûre. Continue, mais bien sûr. Quand vous avez eu votre distinction, j'ai été choisie pour déclamer la Gabinière,
Votre poème. Je voulais faire une carrière d'acteur à l'époque. Puis, j'ai bifurqué vers la réalisation. Je me dis en moi-même que si c'était pour enchaîner navet sur navet, il aurait mieux fait de s'en tenir au rôle de figurant au tarif syndical. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.